Donc on va entendre aussi Madame Perrine Fromentin, voilà, qui est chargée des personnes vulnérables auprès du défenseur des droits. Voilà, et donc elle va aussi nous dire quelque chose. Comme ça, on va continuer après avec la discussion, avec notre table ronde. C'est vrai que les questions sont arrivées de façon spontanée, donc on a un peu continué, voilà, mais on ne vous a pas oublié. On est très heureux de vous recevoir, madame. Je vous remercie pour votre invitation à l'Institut Droit et Santé et puis également aux co-organisateurs, l'université, l'INSERM et l'Agence régionale Île-de-France qui, je crois, sont partenaires de ce colloque universitaire. Donc, je suis chargée de mission sur les questions de vulnérabilité, ce qui recouvre les questions de santé et de discrimination liées à l'âge en particulier. Donc, on a aussi beaucoup travaillé sur les EHPAD, pas uniquement sur le volet pénal, mais ça en fait partie. Pour commencer, je voudrais vous présenter l'institution du Défenseur des droits, qui est finalement assez peu connue, ou en tout cas pas sous l'ensemble de ses compétences. Le Défenseur des droits est une autorité administrative indépendante qui est prévue par la Constitution. C'est la seule qui a ce statut. Elle a deux missions. Protéger les droits, donc c'est-à-dire qui passe par le traitement des réclamations individuelles. Et son autre mission, c'est de promouvoir l'égalité, les droits et la liberté de façon un peu plus systémique. Concrètement, sur le volet protection des droits, par exemple en santé, c'est toutes les personnes, tous les patients qui ont une difficulté pour accéder à leur dossier médical, trouver un médecin, trouver un infirmier pour réaliser leurs soins, ou qui contestent également leur prise en charge, sa qualité, ou qui peut également contester, ça nous arrive, une mesure de soins sans consentement. Sur le volet promotion, c'est davantage faire connaître les droits aux personnes qui les détiennent, mais également aux professionnels de santé ou aux environnements. Donc on a tout un volet de formation où on intervient avec différents partenaires dans ce type de domaine. Donc le défenseur des droits a une action qui s'applique vraiment à l'application effective du droit. On constate qu'il y a le droit, c'est une chose d'avoir une législation, et encore faut-il qu'il soit appliqué. Le défenseur des droits a 5 domaines de compétences, dont 3 en particulier qui nous intéresseront aujourd'hui. Le premier domaine de compétences, c'est accompagner les personnes et les usagers des services publics dans le respect de leurs droits avec ces services publics. Le deuxième, c'est de lutter contre les discriminations. Et le troisième, c'est la protection et le respect des droits de l'enfant. On a également 2 autres domaines de compétences, mais qui seront un peu moins le sujet aujourd'hui, qui est le respect de la déontologie par les forces de sécurité et la protection et l'accompagnement des lanceurs d'alerte. Je vais essayer de parler plus lentement. Je sais que par habitude, je parle très très vite. J'espère que si vous ne me comprenez pas, n'hésitez pas à me le signaler. En 2023, on commence à avoir les chiffres des saisines pour 2023. Ça représente l'institution du défenseur des droits 257 000 saisines. Donc c'est à la fois des réclamations, et des demandes d'information et d'orientation. On fait aussi beaucoup d'information et d'orientation puisqu'on a plusieurs plateformes téléphoniques et qu'on est encore un des services publics qui répond au téléphone et qui réoriente les personnes. Donc ça représente beaucoup de demandes. Donc, dans ce chiffre, on a 100 000 réclamations et 92% concernent les réclamations sur les services publics. Pour terminer sur le défenseur des droits, je voulais vous présenter ses pouvoirs et puis brièvement son organisation. Il a des pouvoirs principalement de médiation, d'enquête et de recommandation, mais aucun pouvoir de sanction, ce qui peut être le cas d'autres autorités administratives indépendantes. Donc finalement, son autorité est principalement de documenter des phénomènes et parfois en termes de réclamation, soit de médier, soit faire aussi ce qu'on peut appeler du name and shame. Il est organisé avec un siège et un réseau de délégués qui tiennent des permanences partout en France métropolitaine et en Outre-mer et qui agissent principalement pour faire de la médiation avec les services publics et qui traitent énormément de réclamations, surtout aujourd'hui avec la diminution de l'accès à nos services publics qui sont beaucoup saisis sur ces sujets-là. Donc vous le comprendrez, tous ces éléments-là, les réclamations qu'on reçoit, nous permettent aux défenseurs des droits d'avoir une bonne représentativité des difficultés qui peuvent se présenter en France dans l'effectivité des droits,
Mais pour autant, cette vision n'est pas du tout exhaustive. On a tendance déjà à voir que ce qui ne fonctionne pas et on n'a pas du tout une vision qui soit aussi scientifique et étudiée et représentative comme le peuvent le faire un certain nombre de chercheurs. Donc c'est grâce à ces éléments-là qu'on a pu faire quelques constats. Pour une petite précision préalable pour en venir aujourd'hui au sujet de notre colloque désormais, le logiciel du défenseur des droits ne nous permet pas d'avoir une identification très précise des dossiers, donc je serais incapable de vous dire combien on a de saisines sur les personnes vulnérables qui auraient des difficultés d'accès aux soins ou besoin de soins psychiatriques ou psychiques. Et il est aussi difficile pour nous de dénombrer seulement les publics vulnérables et de faire ressortir ces dossiers. Ce que je peux vous dire sur nos saisines, c'est qu'on a énormément de saisines en droit des étrangers, qui constituent du coup un des publics vulnérables du fait notamment de leur statut administratif, et qu'on a un accroissement très important de ces saisines en 2022-2023. Ça représente, je crois, le premier sujet de saisine de l'institution, et on a une augmentation de 31% des réclamations sur ce domaine l'année dernière. On a moins de saisines, y compris des étrangers, sur les questions d'accès à la santé. C'est surtout des questions d'accès au titre de séjour et de façon un peu marginale aux prestations sociales et notamment à l'aide médicale d'État. Mais ça a été dit plus tôt dans la matinée. Effectivement, il y a d'autres priorités, des besoins primaires qui sont peut-être plus importants et le titre de séjour pour ces personnes-là en fait partie. Et ensuite, réclamer ces droits pour l'accès à la santé intervient en second temps. On a donc aussi, en dehors de la population des droits des étrangers, on a donc un certain nombre de saisines qui concernent l'accès à la santé. Je dirais que ça représente au siège uniquement, parce que je n'ai pas une vision d'ensemble, à peu près 500 saisines par an, mais on en a assez peu sur la santé mentale en particulier. Pour autant, le défenseur des droits reste vraiment attaché aussi à garder un œil et à œuvrer pour les droits des personnes qui sont les personnes les plus vulnérables, même si je ne détaille pas ici, mais on a aussi quelques dossiers qui concernent des personnes sans domicile fixe, des personnes aussi qui sont travailleurs du sexe ou des personnes qui sont en précarité et en pauvreté économique. Mais mine de rien, ça reste assez peu par rapport à l'ensemble des saisines qu'on peut recevoir. C'est pourquoi le défenseur des droits intervient un peu différemment sur ces sujets-là. Il tente de mettre en lumière les phénomènes qu'il constate et au mois d'octobre, il a tenu un colloque sur justement la pauvreté, la précarité et l'enjeu de l'accès aux droits, avec 3 thématiques principales sur le logement, sur la santé et puis sur les droits sociaux en général, pour essayer de mettre en lumière justement les interactions qu'il peut y avoir entre ces différents types de sujets et mettre en lumière ces difficultés et les difficultés d'accès aux droits que rencontrent ces personnes. Pour mener son action, le défenseur des droits aussi, lorsqu'il n'est peu saisi, puisque ces personnes ont d'autres priorités que venir faire valoir et faire respecter leurs droits, le défenseur des droits peut aussi s'autosaisir, et ça a été le cas notamment récemment, pour vous donner qu'un exemple, à propos des Jeux Olympiques. Alors ça peut être assez éloigné du sujet, mais finalement ça le recoupe, puisque 2 éléments qui intéressent le défenseur des droits, c'est d'étudier les risques d'atteinte aux droits et libertés que l'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques qui se tiendront à Paris vont avoir sur un certain nombre de publics, mais 2 en particulier. On a constaté qu'il y a un risque d'éviction de l'espace public des personnes qui sont jugées indésirables en amont des Jeux Olympiques et Paralympiques, et également au sujet de l'orientation des personnes sans abri qui vivent à Paris vers des sas d'accueil temporaires, où c'est vraiment... les associations, en tout cas, nous remontent, même si le défenseur des droits n'a pas encore pu mener évidemment d'expertise là-dessus, des craintes quand en Seine-Saint-Denis, il y a beaucoup, Médecins du Monde, par exemple, dans le champ de la santé auquel je pense, craint de ne plus pouvoir mener à bien ces activités pendant le mois ou les 2 mois de tenue des Jeux et de leur préparation. Un autre levier d'action est également le relais par toutes les personnes qui interviennent dans le domaine de l'action sociale.
Et le défenseur des droits constate que la vulnérabilité économique, voire la pauvreté, ne se réduit pas à un manque de revenus, mais elle se traduit aussi par un non-accès à un certain nombre de droits, donc le logement, l'éducation, la santé, le travail, qui sont vraiment indépendants. Et pour cela, l'institution avait publié en 2020, avec l'aide de plusieurs associations, un guide pratique à l'usage des intervenants de l'action sociale pour leur permettre de mieux faire valoir les droits des personnes qu'ils rencontrent et qu'ils accompagnent. Un dernier levier l'avant-dernier levier que l'institution utilise, c'est son lien avec les associations. De façon non prévue par la loi organique qui organise les statuts, a été mis en œuvre des comités d'entente, c'est-à-dire des liens avec un certain nombre d'associations. Il y en a un qui touche aux questions de santé en particulier, dont font partie Médecins du Monde, AIDS, la Fédération des acteurs de solidarité, qui a également une bonne vision sur les publics qui sont marginalisés ou exclus. Et ces associations-là permettent à l'institution de compléter sa vision de ce qu'elle ne verrait pas par les réclamations, de faire remonter les difficultés de ces publics et également de relayer auprès de ces personnes qui en auraient besoin la possibilité de saisir le défenseur des droits. Puis le dernier levier, c'est la promotion des droits, donc l'organisation de colloques également, mais l'intervention, la réalisation de rapports. Et ce que je n'ai pas dit, c'est que le défenseur des droits peut aussi agir sur le droit en faisant des propositions de réformes législatives quand il estime que c'est nécessaire. Grâce à ces éléments-là, ce qu'on constate, mais comme je pense c'est un constat qui n'a pas été redit aujourd'hui, mais qui est partagé par tous, c'est les difficultés du secteur de la psychiatrie depuis un certain nombre d'années. Je remontais les articles de presse et je voyais déjà des grosses manifestations, des grèves de la faim des professionnels de santé dès les années 2018, mais j'ai peut-être pas la mémoire pour remonter antérieurement. Et je vous donne juste un chiffre de l'adresse qui indique qu'entre 2008 et 2019, il y a eu une diminution de 6% des capacités de prise en charge à temps complet, je précise que c'est bien juste à temps complet, et qui s'accompagne aussi avec le virage ambulatoire. Donc c'est un choix politique, mais qui est intéressant aussi de questionner sur la possibilité de prendre en charge au long cours les personnes qui sont atteintes de troubles psychiatriques. Par les remontées de terrain, encore une fois de façon non exhaustive, le défenseur des droits entend donc un certain nombre de difficultés d'accès aux soins, des délais de prise en charge qui sont longs, et selon les termes de la Fédération hospitalière de France, qui sont incompatibles avec des soins de qualité. Ça a été évoqué tout à l'heure également, mais un manque de professionnels de santé, avec un nombre de psychiatres hospitaliers insuffisant, et vous le soulignez aussi, un nombre de psychiatres spécialisés en pédopsychiatrie vraiment crucialement qui fait défaut. Des fermetures temporaires de services, on voit vraiment plein d'exemples différents, ou encore des réouvertures de services mais sans lit d'hospitalisation complète. Enfin, la liste des exemples pourrait être continuée. Mais d'autres difficultés peuvent être mises en lumière et sont remontées aux défenseurs des droits. C'est une difficulté de lisibilité des parcours. Les parcours en soins en santé mentale sont assez différents des soins somatiques, avec une entrée qui se fait par les centres médicaux psychologiques, par exemple, mais qui est peu connue du grand public. Et sur ce qui concerne les publics vulnérables en particulier, on voit un grand cloisonnement des dispositifs qui peuvent exister, avec d'un côté le sanitaire, d'un autre côté le social, et la difficulté aussi, y compris de les saisir lorsque des initiatives émergent, de les saisir juridiquement pour avoir des dispositifs qui puissent prendre en charge de façon plus complète et plus holistique les personnes qui en auraient besoin. Une association membre de ce comité d'entente nous a aussi, et je reprends ces mots, fait part de l'état déplorable des services des urgences psychiatriques qui remontent aussi ces derniers temps. Je voudrais maintenant faire deux focus en particulier sur les sujets sur lesquels on a pu se pencher plus précisément. D'abord sur les enfants et puis ensuite sur l'accès aux soins aux Antilles. Sur les enfants, et puis vous trouverez du coup le rapport qui a été fait là. L'institution du coup de fait de ses compétences fait un rapport annuel sur la protection des droits des enfants et a consacré celui de l'année 2021 à la santé mentale des enfants.
Donc je ne vais pas du tout vous le résumer parce qu'il est assez important. Mais une des choses, un des premiers messages qui est véhiculé et que j'ai retrouvé aujourd'hui dans les interventions, c'est l'importance d'avoir une approche globale du bien-être et de la situation d'un enfant. On parlait tout à l'heure de harcèlement scolaire, mais également de l'environnement, de l'accompagnement à la parentalité. C'est un élément qui est vraiment souligné dans ce rapport. Et je voudrais juste vous reciter la définition de la santé selon l'OMS, qui indique bien cette nécessité de prendre en charge quelque chose de façon globale, qui dit que la santé est un état de bien-être dans lequel une personne peut se réaliser, surmonter les tensions normales de la vie, accomplir un travail productif et contribuer à la vie de sa communauté. Dans ce sens positif, la santé mentale est le fondement du bien-être d'un individu et du bon fonctionnement d'une communauté. Donc on s'est attaché dans ce rapport à pouvoir prendre en compte les différents éléments, le bien-être émotionnel, social, la qualité de vie des enfants, et pas uniquement leur accès à des soins. Il a été constaté que des progrès sont nécessaires pour avoir cette approche large de la santé des enfants, notamment dans le cadre scolaire. Et je pensais justement souligner le cas des situations de harcèlement qui sont de plus en plus, qui remontent de plus en plus. On constate également une augmentation des besoins de soins chez les enfants et des difficultés d'accès aux soins, en particulier en pédopsychiatrie. Donc, j'ai plus exactement, j'ai les chiffres, mais je crois qu'il n'y a pas beaucoup d'intérêt à les donner, mais il y a vraiment un déclin de la démographie des pédopsychiatres. Ça a été assez documenté aussi sur le fait que c'est une spécialité qui est peu visible, y compris dans le parcours universitaire, et peu mise en avant. Je crois que c'est 10-15% des psychiatres en France qui exercent en pédopsychiatrie et qui ont des compétences là-dessus, ce qui pose aussi des questions sur la formation des générations de pédopsychiatres, puisque je crois qu'il n'y a que 40 universitaires dans cet ordre d'idées-là qui enseignent aujourd'hui la spécialité. D'ailleurs, je ne sais pas si elle est reconnue, mais en tout cas, le savoir-faire de la pédopsychiatrie en France. On voit également sur les 13 dernières années une augmentation de plus de 30% des consultations en centre médico-psychologique, qui est du coup la porte d'entrée dans l'accès aux soins psychiatriques. Et sur ces 10 dernières années, on voit aussi une augmentation du nombre de lits d'hospitalisation, étonnamment, mais qui sont très inégalement répartis sur le territoire. La psychiatrie a la spécialité d'être sectorisée, encore si je ne me trompe pas. Et on voit aujourd'hui que dans 10 départements de France, il y en a 10 départements aujourd'hui qui n'ont aucune capacité d'hospitalisation à temps plein en pédopsychiatrie, et que l'offre de soins est concentrée dans les territoires urbains. Donc on constate plein de situations aux défenseurs des droits que vous pourrez voir dans le rapport qui sont assez tragiques. On constate des enfants qui sont maintenus en secteur hospitalier, on s'éloigne de la prise en charge purement psychiatrique, mais parfois pendant des années par manque d'établissements médico-sociaux, comme de places en établissements médico-sociaux, on constate aussi des hospitalisations de mineurs en service pour adultes qui, dans une situation dont a été saisi le défenseur des droits, avait conduit à une agression sexuelle de l'enfant. Et je vous cite que 2 exemples parce que vous citez l'ensemble et vraiment dresse un portrait qui est assez difficile à lire. L'institution a donc porté des recommandations à cette occasion. Pour vous en citer que 5, c'est conforter les maisons des adolescents dans chaque département et en sécuriser le financement. C'est des dispositifs qui existent aujourd'hui, mais qui sont peu connus et parfois remis en question ou qui n'ont pas les moyens d'intervenir comme ils le souhaitent. Mais également de développer des projets de création d'équipes mobiles et de les reconnaître comme des équipements de l'hôpital. Renforcer la présence de personnel médical en établissement scolaire, ou encore renforcer les moyens de l'école inclusive, notamment pour les enfants en situation de handicap, qui présentent aussi, du coup, à ce titre, une forme de vulnérabilité. Un dernier point sur ce rapport, un focus a été fait sur les enfants qui sont confiés à l'aide sociale à l'enfance et qui ont une grande difficulté d'accès aux soins. L'institution l'avait constaté dès l'année 2017 avec une décision cadre qui avait été publiée. C'est les décisions c'est le terme qui est donné aux publications de l'institution sur des situations particulières. Et il avait été constaté que chez les enfants qui sont confiés à l'aide sociale à l'enfance, l'ASE, il y a 50% d'entre eux qui présentent des troubles psychiques, psychiatriques, psychologiques.
et que la santé est vraiment très insuffisamment prise en compte dans l'ensemble du parcours, qui a des pratiques des professionnels assez variables, sans évaluation des besoins de soins qui se fassent systématiquement dans tous les territoires à l'entrée dans cette prise en charge, avec une faible articulation avec les services éducatifs, et également d'autres difficultés liées à des refus de soins qui peuvent être qualifiés de discriminatoires, notamment en raison de leur mutuelle qui permet d'identifier qu'ils sont confiés à l'aide sociale à l'enfance et ont peu de moyens économiques. Donc voilà, un certain nombre de recommandations avaient été faites à ce titre. Je voudrais aborder 3 autres points assez brièvement. Je ne sais pas où on en est. C'est bon, on a le temps. Très bien. Dans les autres rapports qu'a fait le Défenseur des droits, il y en a un qui a été fait sur les services publics aux Antilles et pour garantir l'accès aux droits. Et le constat est à peu près le même, mais a priori, que sur la France métropolitaine, mais de façon encore plus difficile et plus accentuée. Il y a une vraie difficulté d'accès aux soins aux Antilles. Là, le rapport porte spécifiquement sur la Guadeloupe et la Martinique en 2022. Pour vous donner un chiffre, il y a 19 psychiatres libéraux, donc seulement libéraux, sur les 2 îles, pour une population de 800 000 personnes, alors que la moyenne en France métropolitaine, c'est 23 psychiatres pour 100 000 habitants en France. Donc c'est vraiment sous-doté, c'est 8 fois moins que ce qu'on peut retrouver en moyenne. Mais encore une fois, c'est une moyenne qui n'est pas forcément toujours représentative. Aux Antilles, on constate que les inégalités sociales ont des forts impacts en matière de santé, que ce soit l'accès à la santé mentale, mais aussi l'accès aux soins somatiques, c'est-à-dire physiques de façon plus générale, avec beaucoup de situations qu'on appelle de renoncement aux soins, qui s'expliquent par une grande précarité. Et aussi parce que la population antillaise vit, un tiers de la population antillaise vit en dessous du seuil de pauvreté, et que les coûts de soins en médecine libérale sont importants, que cette population doit souvent se rendre en métropole ou à l'étranger pour se faire soigner lorsqu'il n'existe pas une offre de soins disponible sur l'île. Enfin, on constate de façon plus générale, pas uniquement, je veux dire, sur la santé psychiatrique, que le taux d'illettrisme et la grande tradition orale qui existe aux Antilles est également un frein de ces populations à l'accès à la santé. Il y en a certaines encore aujourd'hui qui parlent que le créole et qui sont dépendantes de leur entourage pour se faire soigner. Donc on constate déjà à ce stade qu'il peut y avoir un lien qui peut être fait sur ces 2 exemples, entre la vulnérabilité liée notamment à la situation économique, mais pas uniquement, et les difficultés d'accès aux soins. C'est pourquoi je voudrais juste très brièvement revenir sur un point de droit. Depuis une loi du 24 juin 2016, un nouveau critère de discrimination est inclus dans la loi. C'est celui qui est intitulé comme suit: la particulière vulnérabilité qui résulte de la situation économique apparente ou connue de l'auteur. Donc ça veut dire une vulnérabilité dans la situation économique. Et effectivement, comme vous le soulignez tout à l'heure, ça se traduit, on arrive à l'identifier, assez peu à l'identifier, mais en tout cas en France, ça se traduit surtout en matière de santé par la possession d'une mutuelle qui est la nouvelle CMU, donc la complémentaire santé solidaire, ou l'aide médicale d'État, auquel on peut accéder avec un plafond de revenus qui est assez bas, qui doit être à, je crois que c'est 900 € de revenus mensuels. Donc lorsqu'il y a un refus de soins qui est effectué sur ce motif-là, ça peut être considéré comme une discrimination. Et justement, le Défenseur des droits, depuis plusieurs années, mène des études pour essayer d'identifier ces phénomènes, puisqu'on sait que peu de personnes qui sont victimes de discrimination vont aller jusqu'à le signaler ou vont aller jusqu'à effectuer des démarches. Donc pour avoir une photographie un peu plus importante de ces situations, des études sont réalisées, et la dernière date de mai 2023. Et un des premiers constats qui a été fait avant même les situations de discrimination, c'est que l'accès aux soins est difficile pour tous les Français, que pour une personne sur 2, il est difficile d'obtenir un rendez-vous médical. Là, l'étude était faite auprès de généralistes, d'ophtalmologues et puis une 3e spécialité médicale, mais pour l'ensemble de la population, en tout cas les tests qui ont été faits par téléphone, et je crois que c'est plus de 34 000 appels qui ont été passés pour cette étude, donc assez représentatif, le démontrent.
Un deuxième résultat de cette étude, c'est que de façon étonnante, depuis que la CMU est devenue la complémentaire santé solidaire, la population qui en bénéficie, en tout cas statistiquement parlant, dans cette étude, il n'y a pas été démontré de discrimination de cette population-là en raison de sa complémentaire santé. Et ça, on s'en félicite, même si on ne s'y attendait pas. Par contre, on constate une discrimination importante dès l'appel téléphonique pour prendre le rendez-vous, alors qu'il est possible que la discrimination puisse survenir plus tard dans la relation de soins pour la population qui bénéficie de l'aide médicale d'État. Une des recommandations du Défenseur des droits à ce sujet est de créer une carte numérique pour les bénéficiaires de l'aide médicale d'État ou de fusionner l'aide médicale d'État dans le régime général, puisqu'on sait que les difficultés administratives des médecins sont un des freins à leur prise en charge. Je voulais ensuite en venir à deux constats qui sont remontés par les associations aux défenseurs des droits. Un premier qui est une tendance à l'accroissement du recours aux mesures contraignantes, c'est-à-dire en santé mentale, un recours aux contentions, un recours éventuellement aux soins sans consentement, ou en tout cas à l'isolement. C'est un écho qui est remonté, mais que je dis avec beaucoup de précaution parce que je n'ai pas pu vérifier par d'autres études. Mais en tout cas, c'est sûr que c'est une tendance européenne qui a été constatée par le Conseil de l'Europe dans un rapport de 2019 qui mettait en particulier en lumière la France sur ce domaine-là et qui relevait un autre point que je trouve intéressant de partager avec vous. C'est qu'il constate que depuis que la réforme de la législation qui est intervenue en 2011 et qui prévoit justement d'encadrer le recours aux soins sans consentement en France, il y a eu une augmentation de 15% du recours à la contrainte en France en milieu psychiatrique. Donc, de façon sous-jacente, on comprend que finalement, quand le cadre législatif est bien précis et que peut-être la responsabilité des professionnels risque moins d'être encadrée ou en tout cas qu'on peut identifier plus facilement les limites, il existe un recours plus important à la contrainte en milieu psychiatrique. L'autre élément peut-être sur lequel il faudrait y réfléchir, c'est de faire le lien entre l'accroissement du recours, ou ce potentiel accroissement en tout cas qui nous est remonté du recours aux mesures contraignantes et l'insuffisance des moyens de la santé mentale en France. Et c'est une chose qui est décriée par les associations où il y aurait vraiment un lien potentiellement de cause à effet avec une contention chimique ou une contention physique à défaut d'avoir suffisamment de personnel, infirmiers, médecins en hôpital psychiatrique. Le dernier constat qui nous est remonté par les associations, c'est une grande stigmatisation, et ça a été déjà brièvement évoqué ce matin, des personnes qui sont atteintes de troubles psychiatriques. Et dès 2019, le Défenseur des droits avait regardé avec attention une transformation de la législation qui concernait les fichiers dits OpsiWeb, et avec un projet du gouvernement de l'époque de permettre un croisement des fichiers de données des personnes qui sont en soins sans consentement avec celles qui sont condamnées pour terrorisme, ou en tout cas de pouvoir permettre une surveillance et une connaissance, une transmission de ces données au service de renseignement intérieur. Finalement, je vous passe Enfin, ça a été validé par le Conseil constitutionnel, mais le Comité des droits de l'homme des Nations Unies, postérieurement, a décrié le fait qu'il puisse y avoir cette transmission de données qui se fasse et a demandé le retrait de ces arrêtés. Plusieurs associations, notamment la Croix-Rouge française, mais également l'UNAFAM, nous ont alertés aussi sur l'importante stigmatisation des personnes qui vivent avec des troubles psychiques. L'UNAFAM a publié récemment un baromètre sur ce sujet, dans lequel un chiffre ressort, que c'est 65% des répondants, donc c'est vraiment une étude qui est faite en fonction des réponses des personnes qui témoignent de ce qu'elles estiment et ce qu'elles vivent. Donc 65% des répondants estiment que les médias présentent les troubles psychiques de façon stigmatisante et anxiogène. La question qui peut aussi se poser, c'est avec les drames qui ont eu lieu au cours de l'année 2023, j'en ai deux en tête. La presse s'est aussi beaucoup saisie de ce sujet et a fait le lien entre les troubles psychiques des auteurs présumés et les drames et les crimes dont ils seront susceptibles peut-être d'être responsables, qui a tendance à véhiculer aussi une image d'un lien entre des criminels et des personnes qui souffrent de troubles
Ah là là, je vais y arriver, des troubles psychiatriques. Peut-être un dernier point là-dessus. Il y a un rapport d'information parlementaire qui a relevé que la stigmatisation justement de ces personnes constitue un facteur de non-recours aux soins. Donc c'est des personnes qui ne vont pas entrer dans une démarche de soins du fait des a priori qui sont véhiculés là-dessus. Voilà, je ne développerai pas, mais il y a également une grosse activité du défenseur des droits sur les personnes qui sont en détention et qui ont besoin de troubles psychiques. On voit que selon la dernière enquête épidémiologique de référence, il y a plus de 20 personnes qui sont incarcérées qui ont des troubles psychotiques, donc la schizophrénie, la paranoïa, mais aussi beaucoup d'addictions à des stupéfiants ou à l'alcool. Et du coup, il y a tout un parcours de soins qui est mis en place, mais qui parfois pose un certain nombre de difficultés dont le défenseur des droits a écho. Voilà pour mon intervention au préalable. Merci beaucoup, Madame, pour cet exposé très riche. Vous disiez l'autorité que vous représentez n'a pas de pouvoir de sanction, mais elle a un point moral très important, et c'est la force du défenseur des droits. Quand on dit, voilà, le rapport du défenseur des droits dit que, c'est quelque chose. On n'a pas toujours besoin d'être dans la répression pour se faire entendre. C'est une pénaliste qui vous dit ça. Et c'est vrai que cette démarche globale est très importante. Et je trouve qu'effectivement, l'autorité que vous représentez, justement, est une force de notre société. Voilà. Je ne sais pas s'il y a des questions, peut-être. Est-ce que peut-être en visioconférence? Ouais. Voilà. Lydia. Merci. Peut-être en complément de la question posée par ma collègue au regard de ce pouvoir de sanction, pour rester sur la thématique de l'ordre public, en fait, quelle est la portée des interventions du défenseur des droits. Vous évoquez le name and shame. Au-delà d'un rapport, comment est-ce que concrètement vous avez pu comme ça stigmatiser des acteurs? Parce que là, j'imagine que vous êtes saisi par des particuliers, des individus lambda. Donc, ce name and shame que vous évoquez, concrètement, comment peut-il être mis en œuvre? Merci. Il y a une possibilité dans la loi organique qui prévoit le défenseur des droits qui est assez encadrée. D'abord, il y a deux éléments. Les situations individuelles, lorsqu'on constate par exemple une discrimination dans l'accès aux soins, permettent à l'institution de rendre public son constat et de décrire l'ensemble des faits dont il a eu connaissance sur la situation d'une personne, mais de façon anonyme. Donc on publie comme ça des décisions assez régulièrement. Je ne sais pas combien il y en a par année, mais il y en a un certain nombre, et qui... Une des recommandations qu'on a sur ce type de situation, par exemple, c'est de demander à l'ordre du professionnel de santé, médecin, chirurgien dentiste ou l'ordre concerné, de diffuser aussi cette décision à l'ensemble de la profession, ce qui permet aussi à un certain nombre de professionnels, enfin en tout cas c'est ce que je crois, de comprendre quels actes concrets sont une discrimination, parce qu'il y a une différence entre savoir ce que est la discrimination de façon théorique et ensuite savoir de façon pratique que donner un rendez-vous à une heure plus tardive ou réserver certains créneaux pour certaines populations, c'est aussi un traitement qui est différencié et qui peut freiner le soin et qui peut rentrer dans le cadre d'une discrimination. Après, la loi organique du défenseur des droits permet aussi d'aller plus loin, c'est-à-dire de faire des rapports spéciaux, et lorsque on n'a pas de réponse d'une institution ou d'un particulier, une fois que la décision a été rendue et que les recommandations ont été faites et que finalement rien n'est fait ensuite dans les délais qui est donné par l'institution, c'est de rendre public ce même rapport, mais de dévoiler justement le nom de l'institution ou le nom de la personne qui est concernée, ce qui n'est pas fait de façon initiale, puisque le défenseur des droits et ses agents sont tenus à un secret sur les informations qu'ils récoltent. Juste pour enchaîner un petit peu, donc, par rapport à ce que disait Lydia Morlet, donc il peut s'agir aussi des organismes publics. Voilà, et donc là, donc effectivement, vous pouvez donc préciser qu'il y a tel ou tel organisme qui
fait mal son travail. C'est important que le regard soit global, qu'on ne se dise pas il n'y a que des entreprises privées qui discriminent, qui sont susceptibles de mal agir. C'est important de savoir que effectivement vous avez un regard quand même global sur la société. Voilà. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions, peut-être en visio ou en salle? Moi, j'ai une petite question. Ah bah, allez-y, docteur. Moi, j'avais une petite question sur... vous avez mentionné plusieurs études. Donc, je me demandais, est-ce que vous avez un observatoire, ou en tout cas, comment vous menez des études pour pouvoir remonter un peu ces cas de discrimination? Juste pour signaler aussi qu'à Santé publique France, nous en 2024, là on a un module sur la discrimination, donc peut-être on pourra échanger, justement pour mieux identifier. On a discuté un peu du manque de données sociales ce matin, et ça en fait partie. Ça, c'est plutôt des mécanismes d'action, mais qui sont quand même très sous-documentés dans notre pays. Donc voilà, je voulais savoir comment vous allez chercher vos statistiques. Merci. Pour reprendre l'exemple que j'ai cité tout à l'heure sur l'étude des réflexions discriminatoires, c'est une étude qui est soutenue financièrement par le défenseur des droits, et on fait appel à un organisme extérieur. Là, en l'occurrence, c'était l'Institut des politiques publiques, qui donc du coup ont leur méthode de fonctionnement statistique, et sur la méthodologie, sur les questions aussi, le défenseur des droits accompagne les chercheurs, et aussi leur permet de trouver des explications aussi sur ce qui peut expliquer ou non les constats, comme c'était le cas pour celle-ci, sur l'absence de discrimination statistiquement prouvée des bénéficiaires de la complémentaire santé solidaire, auxquels on ne s'attendait pas. Et c'est donc les deux partenaires. Il y avait également cette fois-ci le ministère de la Santé, qui ont donné des éclairages sur l'évolution de la législation et les dispositifs qui ont été mis en place pour mieux comprendre. Donc un certain nombre d'études du coup sont faites par des appels à des chercheurs extérieurs. Il y a un prix de thèse qui est aussi fait cette année. Il y a des appels publics du coup pour soutenir un certain nombre d'études qui sont ouverts par le défenseur des droits. Après, il y a des rapports qui sont faits en fonction des réclamations qu'on a aussi en interne. Mais lorsqu'il s'agit d'études, c'est des études qui sont confiées à des équipes de chercheurs externes. Vous nous avez dit que du coup, la problématique de la santé mentale représentait très peu de demandes. Qu'est-ce que vous faites par rapport à ça? Est-ce que du coup, il y a plus d'autosaisine, ou est-ce que finalement l'enjeu reste sous-développé et le restera tant que le rôle du défenseur des droits restera un peu discret? Alors pour l'instant, c'était une première étape déjà de réaliser, de synthétiser dans le rapport sur les droits des enfants tout ce qui était remonté à l'institution à ce sujet. Après, la deuxième étape, souvent, c'est quand même d'essayer d'explorer davantage par des études ou par des rapports un peu plus, pour mieux connaître finalement ce sujet-là. Il y a un sujet qui nous intéresse en particulier aussi, c'est justement celui de la contention, du recours aux moyens de contrainte, et dans un contexte aussi où ce que pointait le Conseil de l'Europe aussi, c'est qu'il y a un fort recours justement à ce type de soins, et peu en tout cas de ce qu'on en aperçoit, peu de soins qui sont envisagés de façon différente sur la santé mentale, c'est-à-dire avec une approche qui ne soit pas contraignante, qui ne soit pas médicamenteuse, qui soit un autre type de prise en charge. Donc l'idée, c'est peut-être de commencer par d'abord des études, et puis d'explorer un peu plus le sujet par ce biais-là. Et ensuite, après, effectivement, une fois qu'on est plus visible, les réclamations aussi peuvent davantage venir à nous pour les personnes individuelles qui pourront nous saisir. C'est une très bonne chose d'entendre que le sujet de l'isolement et de la contention sera exploré. J'espère qu'il le sera largement, pas forcément que dans les services de psychiatrie ou même dans les établissements de santé, puisqu'il y a aussi de l'isolement et de la contention en EHPAD et pour les enfants aussi. Et ça, il n'y a pas de registre, et ça serait intéressant d'ouvrir la voie sur ça. Merci. Un autre sujet, alors j'ai malheureusement pas pu être là depuis ce matin, donc je ne sais pas si vous avez abordé la problématique, mais sur la question du maintien de l'ordre public et du trouble mental, je me posais la question des enfants.
Qu'en est-il en fait d'une éventuelle opposition des parents à une hospitalisation de l'enfant? Comment se fait les arbitrages? Jusqu'où il en est de la décision des parents? À partir de quand on va pouvoir considérer que d'office on met en place des soins sans consentement? Il me semble savoir que lorsque la démarche est volontaire et qu'il y a le consentement des parents, on entre en fait dans un régime d'hospitalisation libre. Et la difficulté, c'est que l'enfant, dans ce cas-là, ne bénéficie pas de tous les dispositifs de protection, de respect des droits des patients qu'on retrouve dans les soins psychiatriques sans consentement. Donc ça crée peut-être une situation un petit peu délicate où il y a un enfant qui est hospitalisé sans son consentement et qui ne bénéficie pas des entretiens avec l'avocat, le JLD, tout le dispositif qu'on connaît. Donc je ne sais pas qui souhaite rebondir sur ces sujets-là de la prise en charge des enfants et d'une éventuelle opposition des parents. Bon, je me lance. Merci. Voilà, alors la question, j'ai l'impression quand même, concerne plusieurs domaines de santé, de droit aussi, notamment l'autorité parentale et la place de l'enfant dans le système de santé, après tout, parce que normalement l'enfant a besoin de son parent, qui le représente, bien sûr, d'une manière générale. Toutefois, il est associé au processus des soins. Donc, dans la mesure du possible, par rapport à son âge, sa maturité, il va s'exprimer aussi, il va dire ce qu'il ressent, voilà. Après, pour ce qui est de la décision elle-même, lorsque celle-ci est contraire à l'intérêt de l'enfant, parce que vous avez encore des populations où vous dites psy, le parent va vous dire « mon enfant n'est pas fou ». Voilà. Quand on parle de la stigmatisation, des préjugés, il y a un travail quand même important à faire là-dessus. Surtout pas de psy. Voilà. Donc vous dites, pour certaines personnes, psy, ça veut dire c'est fini, vous pensez que mon fils est fou, ma fille n'est pas folle. Voyez, donc il y a effectivement ce côté qu'il faut travailler, il faut donc expliquer que ce n'est pas ça, que voilà, c'est pour l'aider, etc. Mais lorsque la décision du parent est contraire à l'intérêt de l'enfant, le médecin, en quelque sorte, se substitue aux parents et il peut prendre une décision qui n'est pas celle qu'aurait prise le parent. Avant la loi Kouchner, il y avait une situation qui était, ça résultait un peu de la pratique, parce que les médecins étaient confrontés à ces situations, notamment en matière d'opération, lorsqu'il s'agissait des enfants des témoins de Jéhovah, qu'il fallait transfuser, et les parents étaient contre. Donc les médecins disaient attendez, là il va falloir transfuser, c'est difficile. Ah non, il n'est pas question. Comment on faisait? On demandait que le parent soit temporairement privé de l'autorité parentale. Elle était retirée le temps de faire l'opération pour pouvoir sauver l'enfant. On disait voilà, je vais faire le maximum pour ne pas en arriver là. Si toutefois je n'ai pas le choix, je transfuse. Voilà. Maintenant, il est écrit dans le Code de la santé publique que lorsque la décision du parent est contraire à l'intérêt de l'enfant, que le médecin peut passer outre cela. Et je crois que ça concerne aussi la psychiatrie. Donc on n'a pas besoin de retirer l'autorité parentale, même temporairement, dans la mesure où le médecin a effectivement une autorisation qui résulte de la loi elle-même. Après, évidemment, c'est très difficile. C'est très difficile dans la mesure où parfois on va vous dire que les parents sont des gens fragiles, qui ne se sont pas bien exprimés. On a déduit que, alors que non, l'avocat des parents va vous dire ce sont des pauvres gens, ils ne savent pas, etc. Voilà, ils ne peuvent pas voir leurs enfants. Ça, on l'entend aussi parfois. Mais être juste, c'est difficile. Être juste, c'est difficile. On a des moyens juridiques, on a des moyens scientifiques, médicaux. Mais c'est vrai que, surtout en psychiatrie, trouver le bon curseur, ce n'est pas toujours facile. Voilà. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre voudrait compléter peut-être ce que j'ai dit. Peut-être juste un point sur le versant comment contraindre quand on n'est pas sans quand on n'est pas sous le régime des soins sans consentement. Il y avait aussi cette petite chose, et ce n'est pas que pour les enfants, c'est aussi pour les majeurs. Normalement, on ne peut pas mettre de mesures de contrainte si on n'est pas dans le cadre des soins sans consentement. Après,
en pratique, on peut rentrer dans un cadre de soins sans consentement alors qu'on est normalement sur une hospitalisation libre si on voit que la personne ne se soumet pas d'elle-même au traitement qui est prévu pour elle. Dans ces cas-là, on passe dans un autre régime qui permet de mettre en place des soins qu'on ne pourrait pas mettre dans le cadre d'une hospitalisation libre. Moi, voilà, sur le code de la santé publique, je pense que vous l'avez dit. Juste, je voudrais rajouter un petit quelque chose par rapport au manque d'observance de traitement en général. Pour rebondir un petit peu sur ce matin, je pense que la prise en compte des facteurs structurels, elle est importante parce que souvent, ce qu'on voit aussi, c'est des populations qui sont stigmatisées ou marginalisées, surtout si c'est dans différents secteurs, hein, économiques, etc. C'est une défiance envers l'État. Et le médecin, souvent, il représente l'autorité sanitaire, mais voilà, il représente aussi ça. Et donc, il faut le prendre en compte aussi et notamment, je pensais travailler avec des médiateurs. Je pense que c'est un très bon outil, hein, parce que la confiance, c'est quand même le nerf de la guerre dans ces situations-là, et qu'il y a des personnes qui inspirent plus confiance que d'autres. Voilà, c'était juste pour avoir ça aussi en tête en termes pragmatiques sur le terrain. Mais il est vrai aussi que cela change notre approche de l'enseignement. Donc inculquer aussi une culture qui est davantage bienveillante, moins stigmatisante et moins axée sur la note, sur le mathématique, sur l'objectif. Aussi cultiver une approche qui est plus globale, qui est plus humaine et après tout plus intelligente aussi. Voilà, j'ose dire. Bon, mais s'il n'y a plus d'autres questions, donc effectivement, on va terminer donc cette première partie de notre colloque et on vous retrouve à 14h. Voilà. Merci à tous et merci à toutes. Voilà.